Le roi Philippe et la reine Mathilde ont été accueillis cet après-midi à Kinshasa par le couple Tshisekedi. C'est le début d'un séjour de près d'une semaine, riche en programmes. La loi électorale a été examinée ce mardi au Sénat. Comme à l'Assemblée nationale, les sénateurs de l'opposition FCC ont dénoncé un passage en force et ont suspendu leur participation dans les plénières. Rien n'empêchera la visite du pape 23 en RDC, même pas la récurrence de l'insécurité dans la partie est du pays. Ce sont les assurances de l'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Ngumbi, en conférence de presse ce mardi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le roi Philippe et la reine Mathilde sont bel et bien arrivés à Kinshasa. Ils ont été accueillis à 15h au pied de l'avion par le couple présidentiel. Les invités du président de la République se rendront également à Bukavu et à Lubumbashi avec quelques membres du gouvernement belge. La troisième fois a été la bonne après 2 reports dus à la pandémie de coronavirus, puis la crise entre la Russie et l'Ukraine. La famille royale va se rendre à Lubumbashi et à Bukavu avec quelques ministres du gouvernement belge. Il faudrait remonter jusqu'à 2010 pour situer la dernière visite officielle d'un souverain belge en RDC. Philippe, lui, n'est roi des Belges que depuis 2013, un événement retransmis en direct sur les antennes de la chaîne nationale. À ce propos, justement, le coordonnateur de la dynamique pour la sortie de crise regrette que le couple royal se soit déplacé contrairement à son opposition prononcée depuis des mois. Dans l'entendement de Lisanga Bonganga, cette visite n'apportera absolument rien au Congo. Invité par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'arrivée du couple royal belge divise la classe politique congolaise. Si certains l'ont trouvée importante, au regard des réparations financières accordées aux afro-descendants installés en Belgique, certains l'ont jugée inopportune. Dans une déclaration, Lisanga Bonganga s'interroge sur les enjeux de cette visite. L'opinion se souviendra qu'en son temps, la dynamique pour une sortie de crise s'était opposé à la visite du couple royal belge dans notre pays. La DISOC constate avec amertume l'arrivée ce mardi à Kinshasa du roi Philippe et de la reine Mathilde, accompagnés curieusement d'une forte délégation des membres du gouvernement belge, composée notamment de M. Alexandre De Croo, Premier ministre chef du gouvernement, au fait d'un maquillage politique malveillant. Pour la DISOC, la venue de Sa Majesté le roi de Belgique en République démocratique du Congo est une simple visite familiale auprès du couple présidentiel congolais. Elle ne rapporte rien à notre pays, de sorte qu'elle constitue un non-événement pour le peuple congolais meurtri et clochardisé. De ce qui précède, la DISOC condamne avec force l'accueil du couple royal belge au travers de méthodes rétrogrades et de notre âge, notamment par des parlementaires congolais à partir de l'aéroport international de Ndjili, rangés en colonne et réduits au rang de vassaux néocoloniaux, abandonnant le travail législatif en cours. Rappelons que, dans son agenda, le roi belge va s'atteler à plusieurs chantiers. Les préparatifs de l'accueil du pape François dans la ville de Goma le 4 juillet prochain évoluent normalement. C'est l'évêque du diocèse de Goma qui l'a fait savoir mardi au chef-lieu du Nord Kivu au cours d'un point de presse qu'il a animé. Monseigneur Willy Ngumbi rassure toute l'opinion que malgré l'insécurité causée par la reprise des affrontements entre FARDC et M23, la messe aura toujours lieu à Nyiragongo avec toutes les précautions possibles. Moi je dirais bien sûr il y a les affrontements. Cela a surtout eu lieu autour du 23 mai dernier, donc il y a quelques jours. Mais nous ne pouvons pas rester sur le passé. Nous voyons la situation d'aujourd'hui et tous les signaux nous disent aujourd'hui que le site où sera accueilli le pape sera sécurisé. C'est un site
où les gens pourront être accueillis sans aucun problème. La preuve, c'est que vous avez bien remarqué que les travaux continuent d'être réalisés sur le site. La route de Rutshuru est déjà ouverte depuis, je crois, presque une semaine. La circulation est redevenue fluide. On n'entend pas aujourd'hui qu'il y a encore des problèmes sécuritaires autour de ces sites. Donc je ne vois vraiment pas pour quelles raisons on pourrait envisager de localiser cet événement. D'autant plus que ce n'est pas parce qu'il y a l'insécurité, qu'il y a la souffrance que le peuple ne pourra pas venir. Le peuple vient justement parce qu'il sait qu'au Congo, nous avons ce problème d'insécurité. Nous avons la souffrance, nous avons des déplacés, comme il y en a eu encore dernièrement à Kibumba. Donc ça le motive encore davantage. Par rapport à l'insécurité, dans l'est du pays justement, Willy Kitobo, professeur en génie minéral et environnement, confirme que tous les problèmes sont liés à l'exploitation minière, essentiellement celle artisanale de l'or et du coltan. Pour l'ancien ministre national des Mines, la formalisation de toutes les activités artisanales illicites à l'est est une solution pour le problème d'insécurité. L'une des raisons de l'insécurité à l'est, c'est l'exploitation des mines. Or, à l'est, il y a très peu d'industries. Vous en connaissez combien? À part Alpha Mine, il y avait Banro qui a déjà fermé, il y a SMB, il y en a quelques simplement. Et donc, bien sûr, au nord, il y a Kibali Gold Mine. Mais l'exploitation en général de coltan et de l'or passe essentiellement par l'exploitation artisanale. Et donc, si il y a des groupes armés partout là, eh bien, ils exploitent des populations simplement qui sont en train de creuser. Et le commerce transfrontalier, c'est un commerce avec beaucoup de fraude. Donc, avec notre frontière qui est poreuse, eh bien, aucune traçabilité. Donc, si nous parvenons aujourd'hui à formaliser l'activité artisanale à l'Est, à mieux contrôler cette activité artisanale, et nous parvenons aussi à faire passer toutes les procédures de traçabilité des minéraux en accord avec tous les pays du Grand Lac, eh bien, nous allons, en ce moment-là, eh bien, tracer tous les minéraux. Il faut que les autres acceptent de ne pas acheter un minerai qui n'a pas été certifié si ces produits arrivent avec des certificats qui sont établis par notre pays et sont vendus avec des certificats. Eh bien, si ces pays aussi acceptent de ne pas acheter des produits de la contrebande ou bien des produits illicites, je pense que nous pouvons résoudre un peu tous ces problèmes de l'insécurité à l'Est. Après l'Assemblée nationale, c'est au tour du Sénat d'examiner en seconde lecture la proposition de loi modifiant et complétant la loi du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée à ce jour. Le débat a été lancé dès aujourd'hui. Déjà adopté par l'Assemblée nationale au cours de sa plénière du jeudi 10 juin 2022, ce mardi 7 juin, les speakers de la Chambre haute, Modeste Bahati Lokwebo, et les sénateurs ont décidé d'envoyer cette proposition de loi à la Commission politique, administrative et juridique de la Chambre haute avant son examen en plénière. Pendant 2 jours, la Commission recevra les propositions d'amendement des sénateurs avant de revenir présenter les rapports au cours de la plénière du dimanche 12 juin 2022. Les sénateurs ont toutefois fustigé le fait que cette proposition de loi si importante soit déposée en retard au Sénat par la Chambre basse, violant ainsi les articles 124 et 125 de la Constitution. Le président du Sénat a toutefois appelé ses collègues à plus d'assiduité afin de doter le pays de cet instrument juridique devant conduire à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, comme le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le travail va être envoyé à la commission politique, administrative et juridique. Les amendements sont grandement ouverts. Même ceux qui sont à l'extérieur peuvent passer par les sénateurs pour introduire leurs amendements. C'est une loi qui intéresse tout le monde, il n'y a pas d'exclusion. Je rappelle ici que tout sénateur a le droit d'aller participer aux travaux sans nécessairement voter. Vous êtes tous invités à apporter tous vos enrichissements à la commission PH. Peu avant, la plénière a voté 5 projets de loi de ratification lui transmis par l'Assemblée nationale après leur présentation par la vice-ministre des Finances, Ntsele.
La vice-ministre des Finances qui représentait les ministres en mission à l'intérieur du pays a répondu aux préoccupations soulevées par les sénateurs au cours du débat général. Il s'agit des lois du secteur des finances, de l'agriculture et des infrastructures. Le vice-ministre soutient à sa manière la gratuité de l'enseignement de base. On parle bien du vice-ministre des Mines. Mais en plus de cela, l'émergence d'une jeunesse élitiste. Godard Motemona a procédé à la remise des bancs et autres prix aux lauréats des éditions passées de l'examen d'État. C'est dans le but de favoriser l'émulation dans les chefs des élèves de la ville de Kinshasa que le vice-ministre de Mines, Godard Motemona, s'est résolu de primer les lauréats de l'examen d'État des différentes écoles. Au collège Saint-Étienne, situé dans la commune de Limete, le président de la fondation Godard Motemona a remis une somme importante d'argent à Ngilo Biasunge Sanders, lauréat à l'édition 2020-2021, pour l'accompagner dans son parcours académique. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, le président de l'ASBEL, Banakin Godard Motemona, a procédé à la remise d'un lot de bons à cet établissement scolaire. Une façon de soutenir la gratuité de l'enseignement de base. Le personnel et les collégiens ont encouragé Godard Motemona pour ce geste. Ce geste hautement louable et apprécié à sa plus haute valeur loue votre sens social élevé. Je voudrais non seulement vous remercier sincèrement parce que vous avez témoigné un geste d'amour. C'est une grande fierté pour moi d'être honoré aujourd'hui par son Excellence, Monsieur le Ministre. Je le remercie de ces gestes. Ça va booster aussi les niveaux des élèves qui me suivent. C'est vraiment rare au fait dans notre moment ici qu'un ministre puisse venir et donner des dons. Plus de dons pour encore encourager ceux-là qui se battent pour avoir plus de pourcentage. Rappelons que plusieurs établissements de la capitale ont bénéficié de ce don, notamment l'Institut 1 et 2 Lumumba, les collèges Saint-André, Saint-Kizito, l'Institut Mondrandel et tant d'autres. Affaire bureau bloqué de la Sensa, du Sensa. On en sait un peu plus chaque jour. Ce mardi, à la Cour de cassation, une plainte a été déposée à charge du rapporteur de cette institution, Valentin Vangui. Il est accusé des faits infractionnels à l'endroit de Paul Mumba. Victimes des faits infractionnels, les avocats de Paul Mumba Djamba ont porté plainte à l'office du procureur général près la Cour de cassation contre Valentin Vangui, rapporteur du Conseil national de suivi des accords et du processus électoral dirigé par Joseph Olengankoy. Ce dernier est accusé au sujet d'une lettre circulant les réseaux sociaux portant sa signature dans laquelle il affirme que Paul Mumba aurait menacé verbalement les agents du Sensa et aurait promis de faire appel à la garde républicaine pour faire changer les serrures du bureau du Sensa. Si tu donnes à un frère tes bureaux sans aucune autre forme de procès, il est de bon droit que tu reviennes quand tu veux occuper tes locaux. Et donc, quand on cède les locaux à M. Lengankoy, on n'a pas demandé à M. Lengankoy de faire sous-loger le Sensa. Pour une question qui devait se résoudre de la façon la plus familiale possible, il a été quand même étonné de voir un communiqué avec 2 pages, 3 pages et donner cela aux médias et uniquement dans le sens de se faire une santé communicationnelle, une santé politique. M. Paul Mumba n'a pas besoin que Lengankoy, qui est son frère, paye les loyers. Il n'entend nullement se faire payer, il n'a pas besoin de M. Valentin Vangui pour venir couvrir ses charges. Ce qui est plus important ici, c'est qu'à tout moment quand vous prenez la parole au nom de votre santé politique, vous devez connaître la frontière entre les faits et les diffamations. Et donc, M. Paulin s'estime être diffamé, quitte à la justice de nous dire si les propos de M. Valentin Vangui n'ont pas énervé les dispositions du Code pénal congolais. Plainte déposée en vue de l'ouverture d'une instruction judiciaire contre l'accusé de démontrer les fondements de ces allégations. Ouverture ce mardi à Goma des 6e journées pédiatriques du Nord Kivu avec comme thème la survie de l'enfant congolais. L'objectif est de promouvoir la santé de l'enfant et encourager la formation des pédiatres, mais aussi montrer des stratégies pour réduire la mortalité infantile dans le pays. C'est sous le thème la survie de l'enfant congolais que se sont ouvertes à Goma les 6e journées pédiatriques du Nord Kivu. Organisée par la Société des pédiatries du Congo démocratique, cette rencontre vise, selon le professeur Dr Richard Bitoué, président provincial de la SOPECOD, à améliorer la santé des enfants. La SOPECOD, c'est une société savante qui appuie les gouvernements et les responsables du ministère de la Santé pour promouvoir, pour améliorer la santé des enfants.
notamment la prévention des maladies, la prise en charge des maladies chez toutes les catégories d'enfants, donc des prématurés, des nouveau-nés, des nourrissons, des enfants et des grands-enfants jusqu'aux adolescents. C'est Achille Kalouene, représentant du gouverneur militaire, qui a ouvert ces travaux. Il a salué sa tenue à Goma pour arriver à réduire la mortalité infanto-juvénile. C'est une bonne occasion pour vous de sensibiliser par rapport à la situation de la femme, par rapport à la mortalité infantile et juvénile. Pour le chef de division provinciale de la santé, Dr Janvier Koubouya, il faut encourager le travail abattu par les pédiatres au Nord Kivu. Ces 6e journées pédiatriques du Nord Kivu vont se clôturer ce 8 juin sur plusieurs recommandations et tout cela pour arriver à réduire sensiblement le taux de morbidité infantile en province. Dans la province de l'Équateur, le gouverneur a effectué une mission sur terrain pour constater l'évolution des travaux de construction et réhabilitation des infrastructures routières. Bobo Boloko en a profité pour faire une mise au point sur la grève du personnel de santé dans la province. L'agenda du gouverneur de province de l'Équateur, Boloko Bolumbu Bobo, était trop chargé le week-end dernier en Bandaka. En premier lieu, le gouverneur a présidé la rencontre avec les prestateurs de la riposte contre Ebola en grève pour revendiquer la paye de leurs prestations en cours et celle des arriérés d'Ebola de 2020. La rencontre s'est passée dans la salle de réunion de l'hôpital général de référence de Wangata. Ensuite, le gouverneur Bobo s'est rendu à l'aéroport de Mbandaka à palper le niveau d'avancement des travaux d'asphalte de l'avenue Mobutu, ouvrage exécuté par l'OVD et l'entreprise Afritech. Le résumé avec l'ingénieur Joseph Kalengo de l'Afritech. Pour le moment, nous posons sur 500 mètres. Et après le financement, dès qu'il y aura un peu de financement, nous allons continuer jusqu'à 6 km de 500. Après cette visite de travail, Bobo Boloko a été aussi au cas militaire Bokala où l'on envisage l'éclairage public par lampadaire de l'avenue qui porte le même nom pour terminer cette tournée au nouveau quartier Ikengeleke. La population, chaleureusement flattée par cette visite surprise du gouverneur, a formulé la demande d'aménager et éclairer l'avenue Ikengeleke et enfin la construction d'un marché en faveur de ce nouveau quartier. Pendant ce temps, son ministre des Finances a débattu avec la Chambre des conseils des cours des comptes basée à Manaka sur le projet d'édit portant réédition des comptes du budget de la province pour l'exercice 2021. Les deux parties ont fini par se mettre d'accord après quelques 6 heures d'échange et devraient remettre les conclusions dans les prochains jours à l'Assemblée provinciale. Le contradictoire doit être respecté à la Cour des comptes. Donc nous avions donné à la province l'occasion de réagir par rapport aux observations formulées par la Cour des comptes. Et la province a envoyé à la Cour des comptes ses réponses par écrit. Nous avons pris connaissance de cette réponse et il a fallu une séance de débat contradictoire entre la province et la Cour des comptes pour qu'on puisse se fixer à se référer exclusivement sur la loi. C'est ce qui a eu lieu aujourd'hui. Nous avons terminé ce débat. Nous venons de signer le PV qui a sanctionné ce débat et maintenant la mission de la Cour des comptes à Manaka est terminée. Nous sommes à notre 4e exercice et cela prouve à suffisance comment la province de l'Équateur va réorganiser la gestion en ce qui concerne les finances publiques. Et nous avons procédé à la signature du procès verbal sanctionnant les 10 débats contradictoires. Et nous attendons le rapport général de la Cour des comptes pour nous permettre d'aller déposer notre projet de vie budgétaire pour l'exercice 2021. Quelques jeunes de la province du Maïndomé ont marché en signe de soutien aux forces armées de la RDC face à l'agression menée par le M23 et soutenue par le Rwanda voisin. Ils ont appelé la communauté internationale à ne pas être complaisante vis-à-vis de ce voisin.
Les soutiens aux forces armées de la République démocratique du Congo ne faiblit pas. Cette fois-ci, c'est la province de Mai-Ndombe d'emboîter les pas. Sur l'initiative de la jeunesse de la dite province, une foule immense s'est dirigée depuis le matin à partir du rond-point Mamayaka. Les jeunes, accompagnés des FARDC, se sont dirigés vers le centre-ville, où ils ont pris le soin de lire leur mémorandum pour condamner cette énième agression imposée injustement par les Rwandais. La jeunesse et la population entière du Mai-Ndombe ne sont pas indifférentes face à la situation qui prévaut à l'est du pays. Nous constatons plus de 10 000 Congolais ont quitté leur lieu habituel en fuyant les affrontements de Kibambu depuis mardi 24 mai 2022. Aussi, exprimons-nous par ces mémos notre compassion envers nos compatriotes de l'Est qui sont victimes des agressions. La jeunesse de Mai-Ndombe demande l'implication tous azimuts des forces vives de la République démocratique du Congo derrière les FARDC, tout en condamnant l'agression du Rwanda et appelle à l'implication d'envergure de la communauté internationale pour que cesse cette barbarie rwandaise sur le sol congolais. Près d'une semaine après l'anniversaire de Joseph Kabila et sa sœur jumelle fait encore parler de lui. L'Alliance des forces pour les biens des Congolais a distribué des vivres et non-vivres au camp de Kibati dans le Nord Kivu. Ça a été le cas également dans d'autres régions. À l'occasion de la célébration du 51e anniversaire de jumeau Kabila, l'Alliance des forces pour les bien-être des Congolais avait organisé plusieurs activités dans différents coins du pays. D'abord à Lubumbashi, où un match amical a été disputé entre les jeunes de l'FBC et ceux du PPRD, en présence de Nene Ilunga Nkulu et d'autres représentants des partis politiques, membres du Front commun pour les Congos. Ce match s'est soldé sur les scores de 2-0, occasion pour l'initiatrice de ce parti de dédier ses trophées au père de la démocratie, Joseph Kabila. Joseph Kabila pour nous c'est un monument. Joseph Kabila c'est un monument vivant, c'est une école. Joseph Kabila Kabange, c'est notre autorité morale. Nous souhaitons longue vie et nous lui souhaitons de continuer dans la voie qu'il a choisie pour l'émergence de notre pays. Même exercice pour l'FBC Sud Kivu qui est venu à bout de la jeunesse kabiliste lors d'un autre match de football. Au Nord Kivu et à Kinshasa, c'était sous une toute autre ambiance. À Kinshasa, par exemple, la famille politique de Nene Nkulu s'est réunie autour de l'apôtre Christian Numbi pour célébrer l'affectueux Raïs et sa jumelle. Au Nord Kivu, l'FBC avait associé les déplacés de guerre à cette célébration en leur remettant de vivres. Ce dont on n'a également pas encore fini de parler, c'est la sortie officielle du parti politique ACP de Jean Tiningobila. Lévi Mpaï, président du NASBEL qui porte son nom, a réuni ses membres afin de les remercier pour la mobilisation lors du meeting du samedi dernier. C'est un signe de reconnaissance exprimé par Lévi Mpaï aux membres de l'association qui porte son nom le week-end dernier dans la commune de Bandalungwa, après avoir répondu massivement au meeting de l'ACP, Alliance des Congolais progressistes, qui vise à soutenir les actions du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui d'après Jean Tiningobila réalise les prouesses, notamment dans le domaine de la sécurité et dans la diplomatie. L'ACP est un nouveau parti de Jean Tiningobila qui promet de donner au président de la République une majorité écrasante en 2023. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a réalisé de nombreuses actions, entre autres la construction de l'avenue Elengesa, une voie transcommunale et qui va régler certains problèmes d'embouteillage à travers la ville de Kinshasa, ainsi que la réhabilitation du pont Bongolo situé dans la commune de Kalamu. Rappelons qu'avant le lancement officiel de l'ACP, ce parti avait enregistré une série d'adhésions de personnalités, des associations et des ONG en son siège national situé à la 10e rue Limité, dont l'association sans but lucratif dénommée Les Amis de Lévi Mpaï. Ce Benjamin jusque-là de la sphère politique congolaise fait déjà bouger les lignes en mettant la barre très haut avec des ambitions politiques de taille.
Pour manifester sa gratitude aux femmes de cette association, le président de l'ASBL, les Amis de Levin Pai, a offert de panne à ses membres. Le député national Gracien Irakan, membre d'Ensemble pour la République, effectue une tournée de sensibilisation à Kinshasa. L'objectif poursuivi, c'est l'implantation effective de ce parti sur toute l'étendue du pays, comme le souhaite son initiateur d'ici 2023. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi se met déjà en ordre de bataille pour gagner les élections de 2023 à tous les niveaux. Bien avant la tenue des élections, il s'est fixé plusieurs objectifs. D'abord, l'implantation du parti sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Kinshasa, la capitale congolaise, n'est pas en reste. En véritable soldat de Moïse Katumbi, le lieu de Bunia, Gracien de Saint-Nicolas Irachan, et dans une tournée de sensibilisation dans les 4 districts de la ville de Kinshasa, notamment Lukunga, Funa, Moamba et Tchangu. Partout où il passait pour des sensibilisations des porte-à-porte, Gracien Irachan de Saint-Nicolas appelait la population à la vigilance pour barrer la route à la fraude électorale et à la loi électorale qu'il qualifie d'exclusion. Atteindre 1 million d'adhérents dans les 6 mois, c'est l'objectif que s'est fixé le président national d'Ensemble pour la République à la cellule d'implantation. Que population azali makasi koleka seni tokola kisabango mbala oyo ezali koloba biso nyonso tozala prêt pona ko bundela démocratiquement to gagner vote oyo tozali koluka. Pour Gracien Irachan de Saint-Nicolas, cet objectif est suivi à la lettre parce qu'aujourd'hui, selon lui, Ensemble pour la République et les partis politiques les mieux implantés à travers la RDC. Terminons le journal avec ce bel événement. Le diocèse d'Idiofa a totalisé 100 ans et à l'occasion, le cardinal Fridolin Ambongo s'est déplacé et a célébré une grande messe en présence de plusieurs notables de la région. C'était à la paroisse d'Ipamou. La fête de la Pentecôte a vécu à Idiofa, dans la mission catholique d'Ipamou. La célébration de ce centenaire a coïncidé avec la fête de la Pentecôte et l'ordination de 2 prêtres. La célébration à la hauteur des 100 ans de ces diocèses a été officiée par le cardinal Fridolin Ambongo, invité par l'évêque d'Idiofa, José Moko. Plusieurs notables ont pris part à cette messe, notamment les députés nationaux et professeurs Aubin Minakou, digne fils et leader incontournable de ce coin, avec une présence très remarquée qui faisait l'ombre d'aucun doute. Après la célébration, Aubin Minakou a saisi l'occasion pour s'entretenir avec les militants du PPRD venus de plusieurs coins du territoire. Je suis membre du PPRD. Nous sommes en démocratie. Chacun peut appartenir à son parti, les gens sont libres. Mais nous devons maintenir l'unité de tous les enfants du terroir pour le développement de notre territoire. Il s'en est suivi la pose de la première pierre pour la construction de la maternité pour cette grande agglomération de plus de 6000 habitants à la grande satisfaction de la population. Et on va prendre ce communiqué du SENSAP avant de boucler ce journal. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime de sécurité sociale de la SENSAP. Conformément à la vision du chef de l'État, ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800% des montants de pension et rentes servies actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la SENSAP dans la période du 1er juin
au 8 juillet 2022. Le dossier à présenter est composé de documents ci-après. Une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales. Si le titulaire est décédé, les ayants droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du titulaire de la pension, l'attestation de veuvage, le procès verbal du conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la SENSAP 6 au numéro 473, boulevard Lumumba, 8e rue Limité résidentielle, et au deuxième niveau, L4 du bâtiment de la fonction publique, à la Gombe, en province, aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. Seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la SENSAP. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la SENSAP au numéro 082 99 08 482. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le roi Philippe et la reine Mathilde ont été accueillis cet après-midi à Kinshasa par le couple Tshisekedi. C'est le début d'un séjour de près d'une semaine, riche en programmes. La loi électorale a été examinée ce mardi au Sénat. Comme à l'Assemblée nationale, les sénateurs de l'opposition et de l'opposition FCC ont dénoncé un passage en force et ont suspendu leur participation dans les plénières. Rien n'empêchera la visite du pape François en RDC, même pas la récurrence de l'insécurité dans la partie est du pays. Ce sont les assurances de l'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Ngumbi, en conférence de presse ce mardi. A tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez sans temps, mesdames et messieurs. L'actualité reste inconnue. La communauté des actionnaires de Afriland First Bank Congo Démocratique SA tient à remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo qui, par cet acte majeur, rejoint les préoccupations plusieurs fois exprimées des actionnaires depuis près d'un an en matière de protection de l'épargne du public, de la banque et du système bancaire congolais en général. Depuis le 1er juillet 2021, en effet, les actionnaires et les administrateurs n'ont plus aucun contrôle sur la banque, entièrement aux mains de l'ex-DGA, M. Patrick Kafindo Nzongwe, assisté de la mission rapprochée de la Banque centrale du Congo. Les actionnaires ont plusieurs fois décrié et alerté les autorités par rapport à cette situation qui, par nature, ouvrait la voie à tous les abus au détriment de l'intérêt général. Les décisions du conseil d'administration du 21 janvier 2022 portant réorganisation de la banque et nomination des dirigeants, pourtant actées par la Banque centrale du Congo, sous-entendu à la surprise générale au niveau du Conseil d'État de la République. Cette situation paralyse la banque qui ne possède plus d'organes de gestion et de contrôle depuis plusieurs mois et jusqu'à ce jour, laissant ainsi libre cours à l'ex-DGA et ses soutiens au mépris de l'intérêt général et de la stabilité financière de notre pays. Les actionnaires de Afriland First Bank Congo Démocratique SA espèrent que la stricte application et exclusive de la loi bancaire libérera la Banque centrale du Congo, l'État du Congo démocratique et Afriland First Bank Congo Démocratique SA qui sont aujourd'hui les otages d'une guérilla administrative et politico-judiciaire ouverte et entretenue sans ménagement par l'ex-directeur général adjoint, pourtant désavoué et démis de ses fonctions par les conseils d'administration de la banque et qui continue depuis plusieurs mois et dans l'impunité totale à poser des actes dans l'illégalité totale au nom de Afriland First Bank Congo Démocratique. Il convient de rappeler ici qu'au 30 juin 2021 et d'après les rapports de la Banque centrale du Congo, Afriland First Bank Congo Démocratique SA
jouissait d'une excellente situation financière avec des fonds propres de base de USD 48 millions et respectait tous les ratios prudentiels. La crise de gouvernance s'amplifiera à partir du 1er juillet 2021 lorsque, alerté par les commissaires aux comptes des possibles malversations et face à un faisceau d'indices probants, le président du conseil d'administration suspend le directeur général pour examen approfondi conformément aux dispositions statutaires. Faisant suite à la plainte de l'ex-directeur général datée du 1er juillet 2021, la Banque centrale du Congo réagira dès le 2 juillet 2021 pour le retrait de l'agrément d'administrateur du président du conseil d'administration de la banque et ordonnera le maintien en fonction de cet ex-directeur général. Notre groupe panafricain dispose des moyens humains, matériels et financiers pour respecter ses engagements, tous ses engagements et rien que ses engagements.